Je déclare ouverte la séance du conseil municipal de ce jour. Je vais demander à mademoiselle Watkin de bien vouloir nous rejoindre dans la tribune pour faire l'appel. Fabien Habert, Lorraine Acquier, Luc Alberne, Rémi Assier, Sophia Ayache, Guy Barral, Valérie Bartha-Sorsal, Maud Watkin présente, Françoise Bonnet, Sabria Boualaga, Jamel Boumaz, Anne Brissot. Parce qu'elle est maman d'un petit garçon qui s'appelle Pierre. Nancy Cano, Gérard Castres, Mylène Chardès, Robert Cotte, Christophe Cour, Jean-Luc Cousquer, Perla Danan, Titina da Silva. J'ai pas compris. Ah. Titina da Silva. Michael Delafosse, Véronique Demont, Jean-Marc Di Ruggiero, Jacques Domergue, Michel Dreyfitoussi, Christian Dumont, Abdi El Kandoussi, Julie Fraîche, Vincent Alusca, Claire Hart, France Jamet, Stéphanie Janin, Sonia Kerangueven, Pascal Krisanski, Gérard Lannelong, Alex Larue, Max Levita, Chantal Lévy-Rameau, Nicole Liza, Audrey Yedo, Henri Maillet, Mustapha Majdoul, Jérémy Malek, Chantal Marion, Isabelle Marsala, Hervé Martin, Dominique Martin-Privat, Patricia Miraillès, Jean-Pierre Moore, Caroline Navarre, Véronique Pérez, Thibaut Rassat, Patrick Rivas, Brigitte Roussel-Galliana, Cédric de Saint-Jean, Samira Salomon, Marie-Hélène Santarelli, Philippe Sorel, Séverine Scudgier, Sauveur Tortorici, Bernard Travier, Henri de Verbizier, Patrick Vignal, Annie Yag, Rabi Youssous. Il y a deux gens qui... L'appel est clos, monsieur le maire. Merci, mademoiselle Watkin. Le quorum est très largement atteint. Nous pouvons donc valablement délibérer. Je vous propose un certain nombre d'informations à ce début du conseil.
Première information, une lettre de monsieur le préfet qui remercie la ville de Montpellier pour l'ouverture du gymnase de Gambardella durant la période du 13 au 23 janvier, pendant la période de grand froid, qui a accueilli 32 personnes en moyenne par jour, 32 sans-abri qui ont pu trouver un peu de réconfort auprès des services de la Croix-Rouge de la ville qui ont assuré à la fois le gîte et le couvert. Deuxième information, j'ai pris un arrêté à l'encontre des vendeurs à la sauvette installés au cours Gambetta, sur le secteur de la Mosson et sur le secteur de l'Écusson. Troisième information, il s'agit d'une excellente nouvelle. C'est un courrier de M. Pierre Poissel, préfet de l'Hérault, qui nous annonce que le montant de l'enveloppe attribuée à la métropole et concernant les quartiers politiques de la ville, les QPV, pour Montpellier, cette enveloppe de l'État qui sera donc versée à la ville sur les projets des quartiers, pour la première fois, est de 4 588 350 €. Donc je remercie le préfet et je remercie le ministère de la Ville qui nous a attribué cette enveloppe, qui sera très utile pour conduire les projets quartiers politiques de la ville. 4 588 350 € et 75 centimes, j'avais oublié. Le 25 mars, autre information. Le 25 mars, nous installerons dans la salle, dans le hall d'entrée de la mairie, dans la salle d'expo, l'exposition 40e anniversaire de l'élection de Georges Frêche à la mairie de Montpellier, qui se fera en partenariat avec l'association Georges Frêche et son président Claude Cougnac, et sous la présidence d'honneur de Claudine Frêche. Ce seront, ça c'est l'affiche, on aura 3, mais ce seront essentiellement des unes de Montpellier, notre ville, qui retrace la carrière et la trajectoire. Autre information, ce week-end, je l'ai dit hier soir au Conseil de métropole, mais je vous invite à parcourir les expositions du musée Femmes, qui fêtera ses 10 ans de rénovation et dont l'accès sera gratuit pendant 3 jours, avec des performances de danse, de projection, de musique et des visites. 24 au 26 février. Dernier point. Pour vous informer que j'ai l'intention de modifier le nom du quartier Oz. Donc je proposerai le changement de nom à ce quartier. Ce quartier s'appellera Cambacérès.
j'ai rencontré Thierry Mandon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je lui ai fait part de, je l'ai dit hier soir à la métropole. Je m'excuse pour ceux qui vont l'entendre une deuxième fois, mais il y en a qui n'étaient pas là hier. Il faut qu'ils soient informés comme les autres. Je lui ai fait part de notre désir de passer une convention, notamment sur la culture, avec Montpellier 3 et son président, M. Génie. J'ai également soutenu, dans le cadre du PIA 3, plan d'investissement d'avenir, le souhait du directeur de l'Institut des technosciences de l'information et de la communication, vice-président de Paul Valéry, François Péréa, sur le projet d'humanité numérique. Et je proposerai à Paul Valéry, qui est à l'étroit dans ses locaux, d'installer une partie de son campus sur le quartier Cambacérès. Cambacérès et humanité, ça va bien ensemble. Il y aura également la Business School de la Chambre de commerce. Il y aura également le bâtiment totem de la French Tech, un grand parc et, je le souhaite, de nouvelles structures universitaires, car les universités, pour certaines, se trouvent à l'étroit à l'intérieur de leurs locaux actuels. Ce qui permettra d'être desservi à la fois par l'aéroport, la gare de TGV, Montpellier, sud de France, c'est son nom, il faut appeler les gares par leur nom. Et également par le secteur Vière, qui est extrêmement présent, mais aussi par la prolongation de la ligne 1 de Trappes, qui fait partie du contrat de plan État-région. Les campus se sont développés progressivement du nord vers le sud. D'abord, la partie Eugène Bataillon, place de la voie d'Aubicienne, faculté de pharmacie, puis la partie centrale de la ville, et notamment Saint-Charles, faculté de droit, et Paul Valéry pour le nord. Centrale, donc, partie centrale pour une partie de Paul Valéry qui se trouve dans les anciens locaux de Saint-Charles, les doctorants, ainsi que la faculté de droit. La faculté de sciences économiques qui avait été implantée sur le site Richter à l'époque par Georges Frêche. Eh bien, je proposerai à ce qu'on développe un nouveau site universitaire qui sera aussi de vitrine pour Montpellier. Et j'en ai fait part au ministre. Voilà les informations que je voulais vous donner en début de conseil. Bon, je vous donne la parole, c'est pas l'usage, vous le savez, mais si, prenez la parole. Écoutez, je réagis sur votre annonce sur le quartier Ose et en fait je me rends compte qu'en fait ça va vous faire plaisir. Vous êtes un peu le magicien d'Ose puisque vous réussissez à faire renaître un quartier que, si ma mémoire est bonne, vous aviez condamné au moment de votre arrivée au pouvoir en disant les projets Aude et Ose seront stoppés. Bon, Aude, effectivement, on a été... Laissez-moi continuer. Non, si vous dites des mensonges, je ne vous laisse pas continuer. Donc. Parce que théoriquement, je ne devrais pas vous donner la parole. Alors ne me donnez pas la parole, vous voyez, vous savez quoi? Alors je vais quand même répondre à votre question. J'ai jamais voté contre Aude. Ni Max Lévita, ni moi. On a simplement dit qu'Oz, il fallait réduire l'urbanisation et le ramener de 320 hectares à 60 hectares. Là, il ne s'agit pas d'urbanisation, il s'agit de donner le nom à un quartier. Oz, c'est joli, Oz, mais pour moi, ça n'a pas de signification. C'est plus joli qu'Ambacérès. Mais je le sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Je savais que ça vous irait droit au cœur, parce qu'un juriste comme vous ne peut être que satisfait de voir que le rédacteur du Code civil donnera son nom à un quartier. Et il était temps de restaurer, comme le dit Albini El Kaddoussi, la mémoire du plus illustre Montpellierin qui, à cause de son homosexualité, n'a pas eu
l'éclat qu'il aurait dû avoir dans la ville. Une petite rue derrière la préfecture, à côté de la rue de Ratte. Voilà. Donc force est de constater que nous réparons une fracture de l'histoire. Ah, merci. Ben voilà, c'est tout. Oui. Oui. Eh bien, il faut mettre le micro. Mettez le micro, s'il vous plaît, monsieur. Ah, voilà. Donc, sur le bâtiment totem, je vous avais posé la question il y a à peu près 2 mois sur un planning. Vous m'aviez répondu que, compte tenu de son coût élevé, et je crois, sauf erreur de ma part, et monsieur Lévita me fera le plaisir de me corriger, qu'on parle de 12 à 13 millions d'euros. Donc, c'est quand même un bâtiment qui coûte très cher. C'était renvoyé. Donc, j'apprends avec plaisir, parce que moi, je supporte la French Tech, notamment sur cette nécessité de bâtiment, ce bâtiment sera construit. Donc, je m'interroge ensuite sur le film. Supporter maintenant. Alors, la French Tech, alors là, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses, mais sur la French Tech, j'ai toujours été... Vous la supportez maintenant, parce que... Non, ça c'est pas vrai, non. Qui c'est qu'il a discuté avec le ministère? Vous n'y étiez pas. J'étais pas... Ça ne vous a pas échappé que j'étais pas au pouvoir, monsieur Sorel, donc... Et pourquoi je suis au pouvoir, moi, à Paris? Non, mais bon, vous êtes... La French Tech, vous êtes... Monsieur Sorel, la French Tech... beaucoup d'humour, hein. La French Tech... aujourd'hui, vous êtes en forme. Monsieur Sorel, la French Tech, c'est Jean-Pierre Moore, donc vous avez eu l'intelligence de continuer son travail. Monsieur Jean-Pierre Moore a lancé le dossier. Ben voilà. Et ensuite, avec monsieur Lévita... Vous avez transformé l'essai de Jean-Pierre Moore, il faut le reconnaître. Nous avons travaillé. Mais très bien. Écoutez, c'est parfait. Nous avons travaillé... Donc sur la French Tech, vous savez que j'y suis très sensible. Que nous avons invité à manger des huîtres tous les dimanches. Ça, c'est très bien. C'est parfait. Et demandez-lui si c'est pas vrai. Il va vous le confirmer, monsieur Lévita. L'autre chose que je voulais souligner... les huîtres, madame le maire. Moi, je déteste ça, mais donc ça tombe bien. De toute façon, je n'étais pas invité. Donc, l'autre chose que je voulais souligner, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises en conseil de métropole, c'est qu'il y a un vrai déséquilibre dans cette métropole, avec un nombre incalculable d'équipements qui sont mis à l'est de la métropole, et notamment dans cette zone dite de la Mogère, la gare fantôme, on ne va pas y revenir, le projet de stade, donc ce campus, je l'apprends. Vous savez qui c'est qui l'a signé Oui, je sais, c'est François Fillon, je sais très bien. Voilà. Vous me l'avez déjà fait. Franchement, évitez de... Mais vous me l'avez déjà fait. Non mais évitez de parler de Monsieur fantôme Sorel, quand vous parlez de monsieur Fillon. Écoutez, vous savez, j'ai ma liberté, donc je sais très bien, voilà. Monsieur Fillon était Premier ministre et à l'époque, tout le monde était très content d'avoir cette gare. Et s'il y a un problème avec cette gare, je ne pense pas que ce soit la faute de François Fillon, en fait. Ah, oui. Vous savez, si vous voulez qu'on reparle de la gare fantôme, on peut reparler comme à chaque fois de la pénalité de 2 milliards. Donc on peut faire l'économie de cette discussion. Donc pardon? Alors je vais vous rappeler, Madame Miralles, on est obligé de revenir sur ce débat. Au début du mandat, en Conseil de métropole, j'ai demandé à Monsieur Sorel, donc on a les procès-verbaux sur le sujet, de mettre en stand-by le projet de la gare de la Mogère parce que nous n'avions absolument aucune certitude sur le trafic. Mais c'était signé. Non. Et vous m'avez répondu, Monsieur Larue, vous m'avez répondu, Monsieur Larue, vous qui êtes un juriste, il y a une clause pénale de 2 milliards d'euros. J'ai les PV et je sais très bien qu'à l'époque, je vous avais dit, je veux bien voir cette clause pénale et vous m'aviez dit, je ne peux pas vous la communiquer. J'avais même écrit la CADA. Monsieur Fina m'a dit, attendez, et cette clause pénale n'existe pas. Les 2 milliards, vous savez très bien. Appelez Monsieur Fillon. Ah oui, arrêtez votre blague. Je l'appellerai. C'est son secrétaire d'État, Monsieur Mariani. Je l'appellerai. Voilà. Okay. C'est lui qui a signé avec Monsieur Bourquin. Voilà. Et Monsieur Bourg. Très bien. Voilà. Et je vais vous dire mieux, le contournement d'Yves-Montpellier, aujourd'hui avec Jean-Pierre Bourg, nous on le soutient. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il a été décidé, le contournement d'Yves-Montpellier, c'était pour créer une 3e voie. Et sur des statistiques de l'INSEE qui expliquaient que bientôt tout serait embolisé dans le bas Languedoc, suite notamment à l'entrée de l'Espagne dans le marché commun et au ferroutage, ainsi que au nombre de camions qui venaient d'Espagne et qui traversaient l'Europe. Donc quand l'État a choisi de mettre en place cet équipement, il savait ce qu'il faisait. Ça a été fait sur des chiffres.
Alors que vous me disiez que le dossier a été mal ficelé parce qu'il concernait contenait depuis l'origine un gap de 2 ans entre les deux constructions de gare, ok. Mais tout le monde l'a signé. Et pas moi, j'y étais pas. Ben, moi non plus, donc. Eh ben voilà. Donc, Alors, vous parlez bien de fantômes. très bien, parfait. Et donc, ma réflexion était une réflexion plus générale et non polémique. C'était, à mon sens, il faut équilibrer les équipements au sein même de la métropole. Et je pense qu'il faut penser un peu à l'est de la métropole. Les maires de la métropole vous le disent suffisamment. À l'ouest, pardon. Ils vous le disent suffisamment souvent. Il y avait eu un débat à l'époque sur Montpellier Business School. Alors, je sais que c'est pas vous qui aviez décidé de mettre Montpellier Business School à Mogère. Vous me l'avez déjà dit, je vous écoute. Mais non, mais monsieur, moi je vais vous répondre très favorablement à votre question. Nous, on souhaite mettre lycée à l'ouest. Ah bah très bien. Ah ben voilà. Si vous aviez été présent hier soir au conseil de métropole... Alors je suis désolé d'avoir un travail qui me retient aussi de temps en temps à Paris. Excusez-moi. Mais monsieur Larue, grâce à ça, ouais. Vous pouvez être meilleur que d'hologramme. Ouais. Vous pouvez, grâce à ça, voir Sorel en direct sur l'écran. Et alors, il y a juste un problème. Mais attendez. Monsieur, Sorel, il y a un problème technologique, c'est que j'étais dans un avion, et donc ça vous a pas échappé, vous qui prenez de temps en temps l'avion. Hein? Mais pas de... Mais avant, alors Madame Jeannin, je vais vous expliquer. Alors moi, ça me tombe pas tout seul, tout cuit. Donc de 17h à 20h, j'étais en réunion avec des clients. Donc je suis pas sûr que mes clients acceptent que je vais à la télé pendant que je travaille pour eux. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'étais dans un avion. Donc, vous voyez. Et oui, les clients, ça passe avant la ville. Ah ben, non, vous savez, j'ai une famille à nourrir. Et je le sais, très bien. Alors là, je vous fais marcher parce que c'est pas du tout le fond de ma pensée, c'est pour vous embêter que je le dis. Voilà, ça j'ai bien compris. Ce que je veux dire, monsieur Larue, c'est que hier, si vous aviez été au conseil de métropole, vous auriez pu constater que sur l'ouest de la métropole, nous avons l'intention, et nous l'avons demandé à Madame Delga, d'installer un lycée. Et que ce lycée... Ben, je vous soutiendrai sur cette démarche. Merci. Il devrait y être depuis longtemps. Longtemps. Très longtemps. Parce que... Je pense que M. Assaf aurait dû faire son boulot là-dessus, de vous à moi, mais ça, c'est un autre problème. Non, mais M. Assaf, il n'a pas le pouvoir de faire ça. Il n'a pas beaucoup de pouvoir. Non. Mais non. Georges Frêche, en son temps, souhaitait faire un lycée à l'ouest de la métropole. Je sais très bien. Et qui c'est qui a refusé le lycée à l'ouest pour le mettre au nord de la commune à Saint-Clément-de-Rivière? C'est vieux, ça. C'est Jacques Blanc, c'est ça? Eh oui. Vous voyez, je connais mes classiques. Mais je ne suis pas comptable du bilan de Jacques Blanc non plus. Excusez-moi, je t'ai... Ben voilà. Et moi encore moins de celui de Fillon. Je ne dis pas que vous êtes comptable du bilan de qui que ce soit. Vous êtes comptable de votre propre bilan, c'est tout. Exactement. Ben voilà. Donc, ben, ce que je voulais vous dire, c'est que nous pensons à l'ouest et il faut... Bon, ben on passera à l'ouest à l'avenir. Il faut franchement faire un lycée, parce que les trajets pendulaires d'entrée de sortie de la ville sont catastrophiques pour l'embolisation du secteur. Le lycée et le com sont prioritaires, je suis d'accord avec vous. Eh bien, on est d'accord à 100%. Eye to eyes with you. Ok. Spasiba. Prajosta. Voilà. Je vous rappelle que je suis à moitié russe, monsieur Sorel, donc... Mais alors, vous devriez voter... Je suis ravi de votre attrait soudain pour la Russie. Pas soudain, je suis parti à voyage de noces en Russie. Ah, bah, ça fait 30 ans. Alors c'est pas soudain, ça fait 30 ans que j'aime la Russie. Bah très bien. Je vous amènerai au Tatarstan un jour, vous verrez, c'est magnifique. Si vous aviez été présent, et je vous invite à regarder la rediffusion en replay sur le site de la métropole, vous auriez pu voir tout le voyage que nous avons fait avec Madame Marion et Monsieur Fina en Russie. Obditsk, Kaluga. Ouais, mais en tout cas, j'ai été reçu à la Douma. Alors que je suis député suppléant et j'ai jamais été invité à l'Assemblée nationale. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Jamais j'ai été invité à l'Assemblée nationale en France, alors que je suis député suppléant de l'Hérault, et j'ai été invité à la Douma par 6 députés russes. Ça fait une belle chambre aux habitants de mais monsieur Dumont, vous n'aimez pas la Russie? Bon, écoutez, on a fait le tour de la question, je crois. On va passer à l'ordre du jour. Donc je vous propose l'adoption de l'ordre du jour qui comporte 25 affaires. Qui est contre?
Qui s'abstient? Adopté. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2017. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des observations à formuler sur sa rédaction? Je mets aux voix. Contre, abstention, adopté. Une abstention. Deux abstentions. Vous avez pris connaissance des décisions. Pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Contre, abstention. Oui, Madame Bolaga. Bon, rapidement, c'était juste pour excuser Madame Brissot qui est absente, du coup. Comme ça a été fait. Ah, j'étais pas là en début de séance. Vous l'avez fait. Vous l'avez félicité 2 fois. Merci. Voilà, donc je l'excuse. Et je la félicite par la même occasion. Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je mets aux voix. Contre, abstention. 2 abstentions adoptées. Le prochain conseil municipal, je vous en informe, aura lieu le 30 mars à 18h. Affaire 1. Urbanisme et aménagement durable. Extension du périmètre d'intervention de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon. Projet de décret. Madame Janel. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit donc du projet d'extension du périmètre d'intervention de l'établissement public foncier, donc l'EPF, qui a pour vocation de faire du portage foncier et immobilier pour les opérations d'aménagement. Et nous nous appuyons donc sur cet organisme dans le cadre de certaines opérations d'aménagement pour acheter le foncier que nous rachetons par la suite dans les opérations. Alors dans le cadre de la grande région, l'État a souhaité engager début 2016, une étude d'opportunité sur le périmètre d'action de l'EPF Languedoc-Roussillon qui soit en cohérence avec le périmètre de la grande région et également en cohérence d'action avec des établissements publics fonciers locaux qui existent déjà à la fois sur l'ancien Languedoc-Roussillon et sur l'ancienne Midi-Pyrénées. À savoir sur Perpignan, il y a un établissement public foncier local, également sur Toulouse, sur Montauban et sur Castres. Nous sommes donc consultés, la ville de Montpellier est consultée pour donner son avis. En tant qu'administratrice de l'établissement public foncier Languedoc-Roussillon, j'ai fait valoir durant ces négociations notre position pour maintenir le siège social de cet organisme à Montpellier. Et j'ai l'honneur de pouvoir vous dire que cela a été accepté. L'ensemble des administrateurs d'ailleurs de l'EPF Languedoc-Roussillon étaient tout à fait d'accord et partisans de ce principe. Donc ce siège social restera bien à Montpellier, ce qui a été validé par décret. C'est donc une mesure très fiable pour s'assurer la pérennité de cette décision. Merci Madame Janet et bravo pour votre intervention efficace. Qui demande la parole? Je mets aux voix. Contre. Ah, Monsieur Daubergue. Je veux dire un mot sur cet établissement parce que d'après ce que j'ai pu avoir comme information, les différents EPCI de la région Midi-Pyrénées ont été consultés et informés de la fusion de ces 2 organismes régionaux bien avant nous. Et nous sommes, si je le constate, consultés un peu en dernier. La question qui se pose, dont j'ai bien compris qu'il resterait sur Montpellier, l'établissement, c'est certain ça, ou Midi-Pyrénées l'a accepté? Ou il y aura une... Tout à fait, et c'est même un décret, donc c'est même plus fort que de l'inscrire par exemple dans les statuts ou que de tout simplement le dire autour de la table. D'accord. Parce que le problème qui se pose dans toutes ces fusions, puisque nous sommes aujourd'hui confrontés à de nombreuses fusions, ça s'est fait dans le domaine médical, sur les conférences régionales de santé et autres, c'est que sur les chambres de commerce également, on est toujours minoritaire. C'est-à-dire que le poids de la région Midi-Pyrénées, l'ancienne région Midi-Pyrénées, étant supérieur à celui de Languedoc-Roussillon, on se retrouve avec un nombre de personnes participant à la fusion qui est différent d'un côté à l'autre. Et chaque fois qu'il y a fusion, il y a une sorte de consensus et de ralliement de tous les Toulousains au détriment, même dans des domaines qui concerneraient où Montpellier a la prévalence, si j'ose dire, et ça se fait au détriment de nos équipes montpelliéraines. Donc je voulais savoir si dans ce cas présent, on aura affaire à un établissement qui sera équilibré
en termes d'administrateurs. J'ai vu qu'il y avait des membres de l'État, il y avait des membres des EPCI, enfin c'est assez les départements, la région. Est-ce qu'il y aura un équilibre? Et deuxièmement, quel est le rôle exact de cet établissement, notamment dans la gestion du foncier, si j'ai bien compris, c'est-à-dire aussi bien dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon que la région Midi-Pyrénées, c'est-à-dire que les grandes lignes de l'organisation du foncier dans l'ensemble de la région sera définie par cet organisme, qui, j'ai constaté, travaille relativement peu puisqu'ils ne se réunissent que 2 fois par an. Il y a plusieurs points dans ce que vous évoquez. Je crois que... Alors déjà, moi, je ne suis pas la défense... Comment est-ce qu'on dit? Défenseresse. Pardon, je ne suis pas l'avocate de l'établissement public foncier. Je suis vice-présidente au titre de la métropole. Et je peux vous dire que je me bats pour un certain nombre de choses tout au long de l'année auprès de cet établissement, notamment pour cette question du siège social et également pour d'autres questions. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que l'activité de l'EPF se mesure au nombre de fois où se réunit le conseil d'administration. L'activité de l'EPF, c'est un gros volume qui est assez important, qui récupère une fiscalité et qui la retransmet en achetant du foncier pour le compte des collectivités, des communes, des EPCI, etc. Donc c'est bien la collectivité ou la commune qui demande que l'EPF intervienne dans le cadre d'une opération d'aménagement qu'elle décide de faire. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un dossier nous est présenté, je m'assure que c'est bien la commune qui demande à être aidée dans ce cadre. En fait, lorsqu'une commune décide de réaliser un projet d'aménagement, de petite ou de grande taille, il y a la question du portage foncier, de l'achat du foncier qui est très important. Et tout le monde n'est pas la ville de Montpellier ou la métropole de Montpellier qui a une certaine organisation de longue date autour de ces questions-là. Et donc l'établissement public foncier acquiert le foncier, le porte le temps que le projet entre sur les rails et la commune par la suite ou la collectivité doit racheter ce foncier à l'établissement public foncier. C'est son rôle. Et d'où il tire les fonds? D'où il tire les finances? D'une fiscalité. C'est lui qui récupère la fiscalité? Voilà, tout à fait. D'accord. Monsieur Dumont. En clair, il ne suffit pas de se réjouir que le siège de cette EPFLR soit dans notre région. Ce qu'a voulu dire M. Jacques Domergue, c'est qu'au-delà du siège, le siège c'est quoi? C'est le contenant. Ce qui est important, oui c'est important, mais ce qui est plus important c'est quand même le nombre de membres du conseil d'administration qui est passé de 33 à 55 du fait de la fusion. Et la délibération ne précise pas, entre les représentants des anciennes régions, si cet équilibre a été respecté. Donc s'il y a plus de membres de la région de toulousaine par rapport à la région montpelliéraine, ce qui est important, c'est le conseil d'administration. C'est pas véritablement les locaux et le siège. C'est l'administration. Et ça, on ne le sait pas. Alors, je trouve qu'on se réjouit un peu facilement, et c'est toujours pareil, de dire, voyez, on a réussi, c'est une victoire, très, très bien. Mais la réalité, c'est peut-être que, de par ce passage de 33 à 55 membres, la majorité des membres du conseil d'administration sont des représentants de la région toulousaine plutôt que de la région montpelliéraine. C'est ce qu'a voulu dire M. Jacques Domergue. Vous faites la politique de bas étage. Alors déjà, si vous permettez, je vais finir de répondre à M. Domergue. Donc, l'établissement public foncier, il n'a pas vocation à décider à la place d'une collectivité quels sont les projets d'aménagement qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va y mettre, mais il a vocation à faire le portage foncier. Et au bout d'un certain nombre d'années, qui sont les années de la convention qui est signée, eh bien, la collectivité doit rembourser ce foncier. C'est pour ça que quand M. Delafosse signe une convention public foncier pour la plaque du coteau, il signe et qu'après il ne met pas en œuvre les mesures du projet sur les rails, et bien au bout de 5 ans, il faut payer de recettes fermées. Ça coûte combien? Ça coûte 12 millions d'euros. Max l'a bien intégré.
Et pour le conseil d'administration, vous avez effectivement raison. Ce qui est important, c'est la composition du conseil d'administration. Donc moi, je vais vous la donner, cette composition. Donc on va évidemment passer à un nombre plus important d'administrateurs. Il y a différents choix qui ont été rendus possibles. Mais la garantie de faire partie de ce conseil d'administration, on ne l'avait pas plus hier qu'aujourd'hui. On a cette garantie, on s'assure d'être au conseil d'administration par notre travail et par ce qu'on fait au quotidien pour cet établissement. Personnellement, je n'ai jamais raté un conseil d'administration ni un bureau de l'établissement public foncier depuis que je suis administratrice, et on ne peut pas dire que ce soit le cas de tout le monde. Donc on travaille en ce sens et on essaye de faire au mieux, évidemment, pour défendre les intérêts de la métropole et de la ville de Montpellier, puisque c'est le rôle qu'on a. Je dis la métropole parce que j'y siège au titre de la métropole. Alors, le futur conseil d'administration, il y aura 55 membres titulaires. 6 membres de la région, je vous laisse regarder dans votre boule de cristal quels seront ces membres. 13 départements, donc ça veut dire un siège par département. Après, on aura 19 représentants pour les EPCI à fiscalité propre. Et enfin, 13 représentants pour les autres EPCI et communes non membres d'un EPCI à fiscalité propre et 4 membres d'État. On a retenu la solution qui permettait de conserver le même type d'équilibre que ce qu'on avait aujourd'hui. Si jamais on vous interroge sur la composition de l'EPF à la faculté de droit, vous pourrez répondre de façon précise. Parce que là, vous avez tous les renseignements. Hein. Je mets au voie l'affaire 1. Qui est contre? Qui s'abstient? Un contre. Adopté. Affaire 2. Quartier de la Pompiliade. Mandat d'étude pour le réaménagement du quartier de la Pompiliade. Madame Janel. Alors le réaménagement du quartier de la Pompiliade, on a déjà été amené plusieurs fois à en parler dans cette assemblée. Aujourd'hui, il s'agit d'approuver le dossier de clôture de la convention de mandat ville SA3M pour les études de réaménagement du quartier de la Pompiliade qui a été signé le 21 décembre 2012. En effet, les contrats et marchés engagés sont à présent soldés, excepté celui avec le groupement Castro-Denisov qui a été lauréat du dialogue compétitif, et il doit être transféré à la SA3M en sa qualité de concessionnaire d'aménagement. Ce transfert permettra de mettre en œuvre la tranche conditionnelle de ce marché en phase opérationnelle de réaménagement du quartier, la tranche ferme ayant elle-même aussi déjà été soldée. En conséquence, il est proposé de clore le mandat d'étude. Alors au-delà de cette délibération assez technique sur l'avancée de ce projet, c'est l'occasion de faire un petit point sur ce projet qui est très important parce que c'est un projet de renouvellement urbain qui est très novateur. On est vraiment sur une action de réparation de la ville, on refait la ville sur elle-même et c'est une action publique que nous menons pour préserver l'équilibre global d'un quartier qui existe déjà, donc on n'est pas dans le même sujet que les quartiers d'extension. On est vraiment sur une action globale sur un quartier avec un périmètre de réflexion d'environ 100 hectares sur lequel nous avons la même ambition que dans les quartiers neufs, c'est-à-dire des espaces publics de qualité qui sont réparés, qui permettent aussi des déplacements modes actifs. Alors modes actifs, c'est la marche, la trottinette, le vélo électrique, comme chacun préférera se déplacer. C'est aussi une volonté de qualité architecturale, une exigence de qualité architecturale comme celle qu'on a sur les quartiers neufs. Une mixité sociale et une mixité fonctionnelle, des espaces verts de qualité aussi qui vont mieux irriguer tout le quartier, qui vont être renforcés, et puis une amélioration de la protection hydraulique avec à la fois des aménagements d'ouvrages spécifiques pour retenir les eaux et les conduire vers les espaces de rétention et de stockage, mais aussi par rapport à la plantation d'arbres, parce qu'on a eu déjà l'occasion de l'évoquer notamment en conseil métropolitain, les
les arbres ont une action très importante sur la question hydraulique, puisque leurs racines servent d'éponge qui absorbe l'eau qui tombe, et ainsi toute cette eau qui est stockée dans les racines des arbres, eh bien c'est une eau qui ne ruisselle pas sur les quartiers existants, sur les trottoirs et sur les parcelles des immeubles ou des maisons. C'est donc extrêmement important, bien sûr, de renforcer les arbres petit à petit, et nous allons le faire sur ce quartier. À terme, on évalue à peu près à 900 arbres, les arbres que nous allons planter sur le quartier. Et évidemment, nous allons conserver le grand bosquet de pins qui avait été voué à l'abattage sous la précédente mandature, c'est-à-dire ce grand bosquet de pins qui est à l'entrée de Montpellier, le long de l'avenue Mendès-France. Quand vous arrivez de l'extérieur de la ville, vous avez à droite, alors bien sûr avant tous ces pins, toutes ces plantations qui font cette entrée de ville qu'on connaît bien et qui fait l'identité de Montpellier quand on arrive de ce côté. Et bien quand on arrive au bout, on a tous ces arbres. Ces pins étaient donc voués à l'abattage dans le précédent projet et nous avons stoppé cela pour cette question de biodiversité, bien entendu. Cette question hydraulique, avec la fonction hydraulique que représentent ces arbres, même s'ils n'en ont pas l'air et même si ça ne se voit pas, c'est quelque chose qui est réel. Et puis je crois qu'on touche là vraiment à l'identité de notre ville, parce que l'histoire de ce bosquet d'arbres et l'histoire de tous ces pins en entrée de ville, eh bien c'est aussi l'histoire de cette grande page de l'urbanisme de Montpellier. C'est une entrée de ville qui a été dessinée par le paysagiste Michel Desvignes, en partenariat avec Raymond Dugrand. Ça faisait partie de tout ce dessin de ces nouveaux quartiers et ce grand plan, cette armature paysagère, puisque toute cette extension vers la mer, vers le Lez, puis vers la mer, elle a d'abord été sous-tendue par un plan paysager, une armature verte. Et ça, c'était très avant-gardiste de prévoir d'abord une trame verte et une structure verte avant même de prévoir les constructions. Alors, si on connaît cette histoire, eh bien, je crois que le meilleur hommage qu'on puisse rendre, eh bien, c'est d'abord de connaître l'histoire et puis de respecter le travail qui a été fait. Et c'est ça que nous faisons en préservant ce bosquet d'arbres qui va être bénéfique également pour le cadre de vie des gens qui habitent autour, parce que c'est quand même quelque chose qui est important dans l'image et dans la vision qu'on a du quartier. Alors en termes de mixité des fonctions, on va avoir ce cœur de quartier qui va se renforcer. Alors il existe aujourd'hui, mais il mérite d'être vraiment amélioré. Pour ça, il y a des travaux à faire, il y a un travail de programmation aussi à faire. On a l'opération Carré Mosaïque qui est en cours aujourd'hui de chantier, qui était resté un petit peu en stand-by pendant plusieurs années. Ce sont 110 logements de grande qualité architecturale, avec l'implantation de commerces en rez-de-chaussée, puis aujourd'hui je peux le dire puisque c'est maintenant officiel, c'est l'enseigne Lidl qui s'installera en rez-de-chaussée, ce qui est quelque chose qui est très très apprécié par les habitants du quartier, qui étaient très vigilants sur le type d'enseigne qui allait s'installer en rez-de-chaussée. Et puis cette opération, eh bien, elle participe, on peut le dire puisqu'elle est en cours, à la réfection de l'espace public de cœur de quartier qui va se situer au pied. Elle y participe eh bien, par sa nouvelle présence architecturale contemporaine, et puis elle y participe financièrement dans le cadre d'un projet urbain partenarial que nous avons validé et voté en conseil métropolitain. Cette nouvelle place de quartier, eh bien, elle fera à peu près la moitié de la place de la Comédie en dimension, donc c'est vraiment un lieu de convivialité et de cohésion sociale qui va être très important. On prévoit de planter à peu près entre 75 et 100 arbres sur cette nouvelle place. Ce chiffre va s'affiner à mesure que nous avançons les diagnostics de réseau, parce que bien sûr quand il y a des réseaux qui passent en dessous, eh bien, on ne peut pas planter. C'est la difficulté que nous rencontrons sur l'avenue de la Pompignane, qui en fait est totalement accompagnée de réseaux. C'est pour ça que c'est assez difficile de la planter et que nous avons eh bien, imaginé d'autres stratégies pour pouvoir la planter que de planter les alignements d'arbres. Et puis cette nouvelle place eh bien, va apporter également du stationnement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les commerces ils ont besoin de stationnement pour fonctionner.
mentionné. Et puis des espaces publics, bien sûr, plus généreux, contemporains, modernes. On est actuellement en négociation également avec la Poste pour pouvoir les réimplanter à un endroit stratégique. Et bien entendu, à proximité immédiate de ce nouveau cœur de quartier, ou plutôt ce cœur de quartier redynamisé, eh bien, nous préservons le terrain de foot qui avait lui aussi, sous le précédent projet validé par M. Delafosse, qui faisait également l'objet d'un projet de construction de logements, comme c'était le cas pour le stade du Père Prévost d'ailleurs. Donc là aussi, nous avons abandonné très naturellement et très rapidement ce projet, et bien à la grande joie des habitants et des associations, bien entendu. Alors sur la question logement aussi, je peux peut-être faire un petit bilan sur le logement, puisque nous avons donc une action globale sur ce quartier. On va créer du logement à certains endroits pour pouvoir financer aussi ces espaces publics. Et nous avons quand même revu un petit peu aussi la copie à la baisse en termes de nombre de logements, parce qu'il nous semblait que le nombre de logements qui avait été évalué initialement était trop important. Et quand on travaille sur le renouvellement urbain, eh bien c'est vraiment un travail de dentelle très fin et surtout qui ne doit pas être fait en traumatisme. Un certain nombre de logements étaient prévus par exemple sur l'impasse des Courlis, où il y a aujourd'hui des maisons pavillonnaires qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc ces maisons étaient vouées à la démolition pour construire des immeubles de 4 à 5 étages. Et ça, c'est une action qui est trop traumatisante dans un cœur de quartier résidentiel. On ne peut pas arriver avec ça, ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut que soulever un quartier et ce n'est pas une bonne chose. On a aussi largement baissé la densification qui était prévue dans les résidences ACM. On a un certain nombre de résidences en logement social. Il y avait 180 logements qui étaient prévus supplémentaires. Donc on a baissé grosso modo de 800 logements, le nombre de logements qui étaient prévus. Et on a également baissé de environ 20 000 m² de bureaux qui étaient prévus principalement le long de l'avenue Mendès-France en lieu et place de ce bosquet de pins dont je parlais. Pour conclure, un petit point peut-être sur la concertation, parce que c'est vrai qu'un projet de renouvellement urbain de ce type nécessite un grand travail de concertation et d'explication, et c'est pour ça que je profite aussi de cette occasion pour refaire le point sur ce projet. Nous avons fait une première réunion publique le 12 février 2016, où nous avons présenté ce projet du quartier de la Pompignane, ce qui a été suivi le 25 février 2016 d'une délibération en conseil municipal qui nous a permis d'adopter les grands objectifs du projet urbain et d'engager une phase de concertation avec le public. Enfin, le 25 mai 2016, nous avons fait une deuxième réunion publique qui rentrait là dans le cadre de la concertation réglementaire sur le projet de renouvellement urbain préalable à la signature du contrat avec l'aménageur. Du 6 juin au 6 juillet 2016, il y a eu une mise à disposition du public d'un dossier de présentation du projet de renouvellement urbain et d'un registre qui a permis de formuler certaines observations par les habitants ou les associations de quartier. Et puis enfin, à l'issue de cela, à l'automne 2016, nous avons pris une délibération qui a tiré le bilan de la concertation et également une délibération en vue de la signature d'un contrat avec l'aménageur pour lui confier les études et la réalisation de ce projet. Je vous remercie. Merci Madame Jader. C'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée, comme je l'ai eu hier au Conseil de métropole pour Raymond Dugrand, ancien adjoint à l'urbanisme, premier adjoint de la ville de Montpellier, ancien conseiller général, vice-président du Conseil général de l'Hérault, professeur d'université de géographie, résistant, proche du Parti communiste, engagé, qui a façonné la trame urbaine de Montpellier sous la mandature de Georges Frêche. Nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises, mais je voudrais revenir sur un aspect symbolique et géographique de la ville qui concerne Raymond Dugrand. En effet, certains, et je ne citerai pas de nom pour ne pas polémiquer, m'ont reproché d'avoir débaptisé le pont de la République en pont André Lévy.
D'abord, le quartier face à rive gauche s'appelle République. Deux mots, 2 fois République à 50 mètres à vol d'oiseau me paraissait un peu redondant, mais c'est pas pour cela que je l'ai débaptisé. C'est parce que je considère que André Lévy, adjoint à la culture de Georges Frêche en 1977, qui a été initiateur de Montpellier Danse, de la Comédie du Livre et des grands événements culturels de la ville, professeur à la faculté de médecine, dont toute la famille a été exterminée dans les camps de la mort, réfugié à Montpellier à l'âge de 14 ans. C'est lui la République. Le pont André Lévy permet de passer de la mairie de Montpellier et de la place Georges Frêche place Georges Frêche dont je rappelle l'histoire. Lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme, j'ai demandé à Hélène Mandreau de proposer plusieurs lieux pour Georges Frêche. Plusieurs lieux ont été proposés et j'ai pensé que, et ont été soumis à un vote de la population. Et j'ai pensé que la place devant la mairie était la meilleure chose. Parce que quand les gens écrivent à la mairie de Montpellier, ils écrivent 1 place Georges Frêche. Donc, la place Georges Frêche, le pont André Lévy, qui mène à l'avenue Raymond Dugrand, adjoint à l'urbanisme de 77, et qui va vers la place Ernest Granier, adjoint à l'espace public aux grands travaux, toujours en 77. Le triumvirat d'adjoint qui a conquis Montpellier et qui a impulsé les grands travaux de la ville et les grandes orientations politiques en termes d'aménagement, de culture et de grands travaux. Transformer le pont de la République en pont André Lévy, en passant d'une rive à l'autre, c'était faire ce correspond l'équipe qui a gagné Montpellier en 77. Georges Frêche, André Lévy, Raymond Dugrand, Ernest Granier. Voilà ce que j'ai fait quand j'ai débaptisé le pont de la République. Mais quand certains regardent et pointent de leurs doigts la lune, d'autres s'arrêtent au doigt seulement. Je reviens à la Pompignane. Le débat est ouvert. Julie Frêche. Oui, monsieur le maire, je souscris pleinement à votre hommage sur Raymond Dugrand, mais je crois que le meilleur hommage à rendre à Raymond Dugrand, c'est de poursuivre son œuvre à l'urbanisme. Et si on pouvait arrêter les sous-entendus, les bassesses et les attaques récurrentes en conseil municipal et en conseil de métropole entre l'ancien adjoint à l'urbanisme et le nouveau, vraiment, je pense que le débat s'en porterait bien mieux. Chacun a le droit de s'exprimer. Chaque intervention est respectable. Madame Cadeau. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, merci pour cet exposé très détaillé. Je voudrais simplement savoir ce qu'il en est du projet de la passerelle destiné à désenclaver le quartier de la Pompignane, faire la jonction avec le tramway. À ce jour, la passerelle que nous avons fait expertiser, nous l'avons fait estimer en termes de coût et d'usage, n'est pas réalisable
à un coût relativement compatible avec les finances de la ville et surtout ne remplirait pas l'office pour lequel elle était prévue au début. Je rappelle que cette passerelle qui était prévue dans la rue, comment s'appelle la rue dans laquelle elle était? La rue des Courlis? Dans la rue des Courlis, n'a pas été réalisée en son temps. Il y a un problème de vision directe et de passage avec les riverains. Il y a un problème avec les riverains, il faut tout renégocier. Mais je considère que ce n'est pas cette passerelle, même si l'idée existe, n'est pas pour moi la solution au désenclavement de la Pompignane. Le désenclavement de la Pompignane, pour moi, c'est d'abord un réseau de bus conforté, qui est appelé de ses voeux par une grande partie de la population. Et ensuite, c'est à terme la ligne 6 de tram. Monsieur Daubert. Est-ce qu'il faut conclure, monsieur le maire, étant donné que vous allez densifier le quartier de la Pompignane, qui est un quartier où il y a déjà pas mal de monde, par rapport à la zone où passe la passerelle dans ce qu'on a appelé à l'époque la boucle du Lez, qui était une boucle très critiquée de par son inutilité, est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui qu'il y a eu une erreur dans le tracé qui a été initié, notamment de faire passer le tramway sur la rive droite du Lez, alors que les hommes et les femmes qui vivent dans ce secteur vivent côté rive gauche du Lez? Moi, je considère qu'il n'y a pas d'erreur sur la ligne 2. Je considère seulement que le dispositif de desserte des transports collectifs n'est pas abouti. La demande de la population, elle est très claire. Elle demande des modifications sur le temps de passage des bus et sur la réorganisation de leur trajet. Nous avons fait une réunion spécifique sur ce sujet et la table prépare dans le plan de déplacement urbain des modifications sur ce point, dont je ferai part au Conseil de métropole. Je mets aux voix l'affaire numéro 2. Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? Adopté. Affaire 3. Convention de servitude de passage d'un réseau électrique souterrain de la société Enedis, ex-ERDF. Qui veut des précisions auprès de Madame Jeannin? Vous, Madame Lido. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, bonsoir. Bon, je vais pas être très longue sur cette affaire, j'ai quelques questions très simples. Puis de toute façon, je suis certaine que vous allez me laisser m'exprimer, finir mes propos et même peut-être que vous nous laisserez à tous le temps de voter tranquillement parce qu'il n'y a pas de hand ce soir. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de hand. Donc ça va. Parce que d'habitude, on est pressé quand il y a du handball. Il faut aller vite, vous allez trop vite et on n'a pas le temps de voter. Mais ce soir, je suis tranquille. Alors, et avec moi, il faut s'accrocher aux portières. Hein. Ah oui, mais vous le savez, souvent, ça. vous me donnez des conseils d'élocution. Vous me dites qu'il faut aller lentement. Non, il faut que vous parliez dans le micro. Je vous le dis depuis le début de notre mandature. Je suis en plein dans le micro, là. Non, mais parlez dans le micro parce qu'on ne vous entend pas bien. Bon. Non, mais vous avez vu, j'ai fait des progrès quand même. Bon, pour en revenir à notre affaire, qui traite de la convention de servitude de passage, donc d'un réseau électrique souterrain de la société Enedis sur l'espace Maussan. J'ai rien contre Enedis, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un peu chagrinée quand j'ai travaillé l'affaire. J'ai fait des recherches sur la société mandataire d'Enedis, qui est Zenitsas. Et en fait, sur société.com, vous pouvez tous aller voir, je me suis rendu compte que c'était une entreprise perpignanaise. Et bon, j'ai rien contre Perpignan en soi, hein, c'est une très jolie ville, sauf que je suis certaine qu'on a des personnes assez compétentes pour faire ce travail sur Montpellier. Alors si c'est le cas, pourquoi on ne les fait pas travailler? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il faudrait peut-être se poser les bonnes questions? C'est-à-dire pourquoi Montpellier, ville métropole, 8e ville de France, n'est pas capable d'attirer ce genre d'entreprise sur son territoire? Peut-être parce que ces entreprises fuient la région montpelliéraine, et si c'est le cas, ne faudrait-il pas revoir la gestion de la ville et de son territoire afin de pouvoir améliorer l'attractivité de notre ville?
Sur ce, Madame Jamet et moi-même, nous nous abstiendrons parce que je pense que vous auriez pu et vous auriez dû employer ou faire employer à Enedis une entreprise montpelliéraine ou au moins des employés montpelliérains. Voilà, merci. Non mais, Madame Liédo, d'abord il y a les appels d'offres, il y a toute une série de dispositions légales, et puis nous ne sommes pas responsables de ça, c'est pas nous qui conduisons cette affaire, mais au-delà, sur votre raisonnement, et alors, ça ne sort plus. C'est-à-dire, vous êtes partisan de faire travailler les camarades. Pardon, les copains, quoi. Les copains, c'est ça. Parce qu'ils habitent à Montpellier, dans le quartier, à côté, dans la maison, on les fait travailler. La bonne petite cuisine, au beurre. Mais non. Bidon. Non, mais moi je donne des leçons de morale à personne. Vous me dites qu'il faut faire travailler ceux qui habitent à côté. Et pas ceux de Perpignan. Qu'est-ce qu'ils ont les Catalans? J'aime beaucoup les Catalans, j'en porte le nom. Mais les Catalans, ils sont très bien. Hein. Ah mais j'ai pas dit le contraire, j'ai dit que je n'avais rien contre les Perpignanais ni rien contre les Catalans. Ça n'a aucun rapport avec ça. Ils auraient pu être de Paris, ils auraient pu être de n'importe quelle ville, c'est le même problème. C'est le même problème. De Perpignan. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que si on avait pu, on aurait dû faire travailler des Montpelliérains. Ouais, voilà ce que j'ai dit. C'est ça, c'est ça. J'ai dit que si on avait pu, je pose des questions. C'est une déclinaison locale de la préférence nationale. Bah tout à fait. Hein, c'est ça, tout à fait, voilà. Mais alors, moi, si je faisais ça, je ferais travailler tous les copains d'école, les machins, les trucs. Et vous diriez, monsieur le maire, vous faites du clientélisme, vous êtes vilain parce que vous faites travailler que vos camarades d'école, etc. C'est pas bien de faire ça. Mais c'est illégal surtout. Donc voilà, il y a des appels d'offres, il y a des lois, on respecte les lois, on respecte les appels d'offres. Et moi j'aime les Catalans. J'aime les Perpignanais. J'aime les habitants de Olette, Prades, Eus, Villefranche de Conflans, Angoustride. Je vous le fais en catalan si vous voulez. Vous savez, j'ai fait une régionale, j'ai appris. Ça m'a apporté beaucoup de culture régionale. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des appels d'offres et on respecte les lois. Et si c'est des Catalans qui gagnent, ils gagnent. Et je serai content pour eux. Je mets au moins l'affaire 3. Contre, abstention, adopté. Affaire 4, 2 abstentions. Fossier, Zacovali, lot 19A, acquisition de la parcelle PB 23B. Qui veut des explications auprès de Mme Janel? Contre, abstention, 2 abstentions, adopté. Affaire 5, Montpellier Grand Cœur, aide à la requalification des devantures. Qui veut des explications complémentaires? Complémentaires, c'est toujours les affaires que nous passons au fil des conseils. Contre, abstention, adopté. Affaire, alors là, pour les deux devantures, là, ça concerne la SARL, Bichon Rocco. C'est des Siciliens. Alors il faut pas les subventionner. Hein? Bon. Enseigne Amadeus. Et ensuite, Zoupala John Michael. Zoupala, c'est des Espagnols. Et Cusson kinésithérapie. Voilà. Affaire 6, quartier Cévennes, projet de rénovation urbaine. Je mets au voix, si, j'ai fait voter. Si, j'ai fait voter. C'était une explication de vote de ma part, pourquoi j'ai voté pour. Affaire 6, quartier des Cévennes, projet de rénovation urbaine, Petit Bar Pergola, c'est la demande d'agrément de candidature pour Urbat. Mademoiselle Liédo. J'ai des questions, hein. J'ai toujours le droit d'en poser ou non, toujours pas, parce que sinon on peut partir. Hein. Ah bon?
on dirait pas. Mademoiselle Guidon. Laissez les uns et les autres s'exprimer, monsieur le maire. Tenez quand même votre majorité. Hein. Et à un moment donné, on n'est pas dans un stade de foot ou à la poissonnerie. Hein. Allez-y. Bon, j'ai une simple question parce que je n'ai pas la chance de faire partie Allez-y, de Audrey. commission. Merci. Bon, je lis dans cette affaire noir sur blanc. Et c'est une simple question, on arrête de se... D'accord ? Donc par délibération, en date du 26 mars 2016, le conseil municipal de Montpellier a confié une concession d'emménagement à la société d'équipement de la région Montpellier-Rennes-Serme visant à mettre en œuvre opérationnellement le projet de rénovation du quartier Cévennes-Petit Bar. Alors ma simple question est, pourquoi avons-nous attendu 2017 ? Quels ont été les problèmes qui ont fait qu'on a attendu 2017 ? C'est tout, c'est une simple question. Mais j'ai pas compris la question, c'est ça. La délibération date de mars 2007 pour rénover les quartiers Cévennes-Petit Bar. Hein, c'est écrit ici. 26 mars 2007, c'est écrit. Noir sur blanc. On l'a tous. Hein. Enfin, moi, je suis peut-être la seule à l'avoir lu, mais on l'a tous. Mais c'est la concession d'aménagement. En tout cas, je demande simplement pourquoi on a mis autant de temps. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est est-ce que c'est normal que ça prenne autant de temps ? Oui, ou est-ce que c'est pas normal ? C'est la concession d'aménagement, c'est normal. D'accord, merci. Je mets aux voix, contre, abstention. 2 abstentions, adopté. Affaire 7, convention de partenariat avec l'ONICEP et participation financière pour le jeu concours L'avenir s'imagine. Isabelle Marsala. C'est quelque chose que nous voyons chaque année puisque nous sommes dans la reconduction d'un partenariat avec l'ONICEP sur ce jeu. C'est la 13e édition. Ce jeu en ligne, l'intitulé complet est « Inventez votre métier dans 20 ans et dans une société égalitaire entre les hommes et les femmes ». Voilà, il faut savoir que l'année dernière, il y a eu 1118 participants, 170 productions. Cela peut se travailler seul en vidéo ou par classe complète. Voilà, c'est un petit projet qui fonctionne très très bien dans les écoles avec un joli partenariat. Madame Cadot a demandé la parole. Oui, monsieur le maire et mes collègues, je voudrais rebondir sur l'actualité. Dans l'esprit, l'avenir s'imagine, mais je pose une question, le quotidien, il est où ? Dans un contexte relaté par la presse nationale sous l'intitulé « Montpellier, bagarre géante pour jeunes désœuvrés », avec ces affrontements spectaculaires qui se sont organisés sur les réseaux sociaux pour des motifs futiles, les gens viennent pour passer le temps, c'est les vacances, ils ont dit, il n'y a rien à faire à Montpellier, et ainsi, si on peut s'occuper. C'est de la violence gratuite, des scènes de course-poursuite accompagnées de cris et de hurlements et quelques projectiles lancés sur la police avec des interpellations. Bien sûr, je ne compare pas ces scènes violentes, je ne compare pas les scènes de violence suite à l'interpellation du jeune Théo, où ces manifestations sont infiltrées par des casseurs mineurs. Ce ne sont pas seulement à cause d'un problème relationnel à la société, à l'autorité ou à l'éducation, c'est bien parce qu'ils se sentent intouchables à juste prix, à juste titre, dans la majeure partie des cas. Voilà, je pense que cette image de Montpellier relatée dans ces journaux, dans cette presse nationale, est quand même un petit peu écornée, cette ville qu'on aime tous. Et je voudrais vous dire que je suis fière de soutenir un candidat qui va ramener la majorité pénale à 16 ans. Je pense que c'est la majorité pénale. Je pense que dans des choses comme ça, les jeunes de 16 ans... Écoutez, si vous êtes d'accord... écoutez, si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord et de façon très consensuelle, je vous propose d'évacuer du débat municipal toute référence avec un débat national qui franchement, nous échappe. Voilà, on va le dire gentiment. C'était simplement pour dire que cette violence des mineurs est quand même un problème de délinquance des mineurs à Montpellier. Vous ne pouvez pas me l'enlever, que ce soit les violences dans les transports en commun, que ce soit les bagarres, que ce soit les incivilités, ce sont souvent les mineurs. Qui demande la parole? Je mets aux voix l'affaire 7. Contre, abstention, adopté à l'unanimité. Affaire 8, réfection des façades des écoles maternelles Chaptal et école Jeanne d'Arc. Déclaration préalable de travaux. Madame Marsala, c'est très important ça. Oui, très important en effet.
Alors chaque année, les 123 écoles de la ville de Montpellier bénéficient de travaux d'entretien et d'embellissement. Vous avez voté cette année au budget des travaux des écoles 8 135 000 € de budget. En effet, la ville est en charge des bâtiments scolaires des écoles maternelles et primaires, l'entretien et la construction. Je vais un petit peu expliquer pourquoi nous sommes arrivés à être en charge de ces bâtiments. L'histoire de la construction de l'école en tant que bâtiment est très liée aux pratiques pédagogiques et aux évolutions de la société. En 1833, l'idée de la création d'écoles publiques apparaît avec la charte de l'éducation de l'instruction publique, qui dit « Toute commune sera tenue à pourvoir à ce que les enfants qui l'habitent reçoivent l'instruction primaire, à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement ». Un fait remarquable est l'obligation pour chaque commune de construire une maison d'école. Bon, dans la réalité, à cette époque, les mairies utilisent souvent des bâtiments préexistants et ces écoles sont fréquentées par des garçons, principalement. Il faut savoir que 70% des garçons avaient un rythme scolaire. En 1837, l'ordonnance des salles d'asile établit le principe d'accueillir des enfants sans distinction de sexe. Mais ce n'est qu'à partir de 1850 que la loi Fallou stipule aux communes de plus de 800 habitants d'ouvrir une école de filles. Il nous aura fallu attendre 1850 pour pouvoir bénéficier de l'instruction. C'est intéressant. Nous arrivons à l'époque Ferry, donc entre 1880 et 1920. Ce sont les écoles de la Troisième République, appelées écoles Jules Ferry, qui symbolisent encore aux yeux de tous institutions scolaires. Elles occupent des places privilégiées en ville. Et la vitalité de la construction scolaire basée sur une architecture de grande qualité est encore étonnante. Fait étonnant à Montpellier, en 1903, il est indiqué au bulletin municipal le choix de nommer toutes les écoles de la ville de noms d'écrivains ou d'hommes d'État qui ont contribué au progrès de la pensée libre et de la démocratie. Sont ainsi nommés Auguste Comte et Renouvier. Quinzaine d'écoles sont nommées à cette époque-là, et l'école Jeanne d'Arc, puisque nous arrivons sur des travaux sur cette école. Cette école est très typique de la construction de cette époque. Façade incluse dans l'ordonnance urbaine des alignements de rues, selon un rythme vertical et horizontal avec des ouvertures plus hautes que larges. Les enduits utilisent des sables aux tonalités proches de la pierre. Les garde-corps des balcons sont en ferronnerie travaillée. C'est une très belle école. C'est une école qu'il faut entretenir. C'est pour ça que cette année, nous avons décidé de refaire les façades. Sachez que chaque année, la mairie s'occupe de la pendule, qui est très belle aussi et qui est d'époque. L'année dernière, autant à Chaptal qu'à Jeanne d'Arc, nous avons eu 126 350 € de travaux car nous avons fait la réfection des toitures. Cette année, nous nous occupons des façades. Voilà, c'était pour en revenir, j'avais noté à nos moutons, donc à Jeanne d'Arc. Pour la petite histoire, c'est pas pour faire le balai que je dis ça, mais c'est Alfred Sorel qui a sculpté l'école. Mon arrière-arrière-grand-père, et j'ai déposé et j'ai offert à la ville, aux archives, les plans de l'école Jeanne d'Arc avec les cartouches, école de filles, école de garçons, et le symbole de la ville, le blason des Guillebes. Voilà. D'ailleurs, je ferai passer une délibération, car j'ai déposé aux archives, j'ai fait don aux archives de la ville d'un certain nombre de documents importants pour Montpellier. On ne peut pas les passer en délibération parce qu'on n'a pas le droit, je crois. Ça passe qu'en décision. Mais quand ça sera complètement répertorié par les archives, c'est-à-dire d'ici un mois à peu près, je ferai état au conseil municipal. D'abord pour pas qu'on m'explique que je les ai vendus à la ville. Et surtout parce que ce sont des documents qui peuvent intéresser ceux qui aiment Montpellier et qui aiment son histoire. Qui demande la parole sur l'affaire 8? Je mets aux voix. Contre. Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 9. Bourse Initiative Jeune 2017. Participation de la ville. Qui veut des explications auprès de l'adjoint au sport Fabien Bert? Contre. Abstention. Adopté. Affaire 10. Marathon de Montpellier, Fabien Bert. Oui, permettez-moi dans un premier temps de revenir avant sur le parcours et donc la collaboration des différentes communes sur ce tracé qui verra cette année quelques modifications qu'on reviendra dans un second temps.
Mais tout d'abord, je tenais bien évidemment à remercier et à saluer l'ensemble des maires qui ont accepté et qui ont collaboré pour la réalisation de ce parcours qui se veut ambitieux. Donc bien sûr, le départ sera place du Nombre d'Or, comme l'année dernière. Ensuite, on traversera la commune de Castelnau. Ensuite, nous traverserons Moguio-Carnon. Ensuite, Pérols, Lattes et Palavas. Voici les 6 communes qui seront traversées lors du marathon. Donc je tenais pour cela à remercier l'ensemble des maires, donc M. Jean-Pierre Grand, M. Bourrel, M. Ricot, M. Meunier et M. Jean-Jean pour leur collaboration, ainsi que le Pays de l'Or et Stéphane Rossignol pour la communauté d'agglomération qui ont été partie prenante dans cette nouvelle édition qui verra le jour le 19 mars. Donc, dans un second temps, donc, les modifications du parcours, donc 3 points importants sur la modification. On va traverser pour la première année le centre commercial Odysseum, donc l'ensemble des coureurs vont traverser le centre commercial. Ensuite, sur la commune de Moguio-Carnon, pour la première année, nous allons longer le port, puisque l'année dernière, on n'avait pas longé le port. Donc cette année, avec quelques petites modifications, l'ensemble des coureurs auront l'occasion de longer le port de Carnon. Et enfin, la 3e modification qui est le parc du Levant à Palavas. Donc cette année, les coureurs traverseront également le parc du Levant sur Palavas. Donc voici les 3 modifications importantes sur le parcours. Alors l'année dernière, 5000 coureurs ont foulé l'asphalte pour aboutir aux 42 km 195, qui est bien sûr la distance incontournable du marathon, avec un aspect sportif assez intéressant, puisque c'est l'un des 3 marathons les plus plats de France, donc qui encourage bien sûr les résultats et les chronos pour tous les amateurs de performance sportive. Une autre nouveauté cette année, c'est qu'au-delà du marathon, donc des 42 km 195 et du relais à 6, pour la première année, puisque l'année dernière on avait le relais à 2, là, afin d'avoir une référence un petit peu plus importante, on a créé le semi-marathon qui verra le jour. Donc les coureurs auront l'occasion de se mesurer sur un semi, qui est aussi une épreuve référencée auprès de la fédération. Donc voilà la grande nouveauté qui est le semi-marathon sur le parcours. Donc bien sûr un parcours très roulant, avec la course qui partira le dimanche matin, un petit peu plus tôt pour les marathoniens, un petit peu plus tard pour les relayeurs. Et bien sûr avec une démarche toujours d'accessibilité. L'année dernière, on avait eu notamment un malvoyant qui avait fait l'ensemble du parcours, les 42 km. Là, l'initiative, c'est d'essayer d'avoir encore plus, bien sûr, malvoyants, mais voilà, que ça soit une course ouverte et accessible au plus grand nombre, avec pourquoi pas des coureurs également avec des lames. Voilà, c'est vraiment comme on l'a fait sur le 10 km cette année, où on a eu 10-15 coureurs en lame et deux malvoyants. Là, l'idée, c'est d'augmenter un petit peu et de rendre le marathon et cette discipline reine encore plus accessible. Avec bien sûr le samedi aussi une course enfant. Donc comme l'année dernière, mais cette année, nous avons développé un partenariat avec l'UNSS pour intensifier un petit peu cette course. Et également pour les moins sportifs d'entre nous, le dimanche également une marche qui aura lieu sur le secteur départ Place du Nombre d'Or. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, et donc bien sûr j'espère que vous viendrez nombreux participer, et je tiens à remercier bien sûr l'ensemble des bénévoles présents, le MAM qui est force organisatrice aux côtés de la ville sur cet événement-là, et bien sûr l'ensemble des forces de police, de la police municipale et des services municipaux qui assurent tout au long de cette journée la sécurité et accueillent les participants dans les meilleures conditions possibles. Il
faut savoir qu'un marathon, c'est aussi une activité économique pour le territoire, parce que le fait d'avoir un circuit extrêmement roulant, de nombreux marathoniens viennent sur Montpellier, ils ne viennent pas le dimanche matin pour le départ, mais ils viennent la veille, voire l'avant-veille, pour se préparer, pour être dans de bonnes conditions, et bien sûr l'hôtellerie, la restauration qui en découle. Donc au-delà de l'aspect sportif et convivial, il y a également l'aspect économique qu'il ne faut pas négliger sur l'ensemble de ces événements sportifs. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Habert. Qui demande la parole? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions adoptées. Affaire 11, mise à disposition des installations sportives et locaux associatifs, approbation de redevances minorées, autorisation de signer les conventions d'occupation du domaine public. Qui veut des explications particulières auprès de l'adjoint Fabien Vert? Je mets aux voix. Contre? Abstention. 2 abstentions adoptées. Affaire 12, avenant numéro 1 à la convention de partenariat ville, caisse d'allocation familiale, conseil départemental relative au fonctionnement du service relais d'assistante maternelle de Montpellier-Antigone. Qui demande des explications sur ce dossier à Titina da Silva, adjointe déléguée. Je mets aux voix. Contre? Abstention. Adopté. 13, crèche Cléo Dispousé, création d'une unité de réchauffage. Pas de demande d'intervention? Si. Une demande d'intervention? Mademoiselle Liédo. Oui, bon, évidemment, on va se prononcer pour au sujet de cette affaire, mais j'ai quand même une question. Le montant de l'opération estimé pour le budget de la ville est à 305 000 € TTC. Et je voulais savoir quel était le montant pour la CAF de participation à l'opération. Merci. Madame da Silva. Dans le cadre de cette affaire, il s'agit de montant sec pour la ville, 305 000 € TTC, tel que stipulé dans le rapport que vous avez sous les yeux. On vous le dira combien, si la CAF participe et à quel taux, on vous le dira. Peut-être qu'elle parlait de l'affaire d'avant, par rapport à la CAF. Non, c'est marqué dans il y a une subvention. D'accord. Okay. On vous le dira. Je mets au voie l'affaire 13. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 14. Convention cadre de partenariat 2017-2019 pour la promotion et le développement de l'artisanat d'art entre la ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et Atelier d'Art de France. Madame Roussel, appuyez sur le bouton, parlez bien dans le micro. Vous qui arborez... Oui, monsieur le maire. J'arbore le jaune, couleur de mimosa, et très bientôt dans tous les jardins de Montpellier. Et comme vous les avez installés, place en face Sainte-Anne. Allez, je vous écoute. Nous vous écoutons. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit là d'une convention cadre de partenariat pour 2017 à 2019 pour la promotion et le développement de l'artisanat d'art entre la ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et Atelier d'Art de France. Comme vous le savez, notre ambition est de faire de Montpellier un pôle régional d'excellence des métiers d'art. Les Journées européennes des métiers d'art vont vivre leur 11e édition et le grand public est convié à aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes de passion, de talent que sont les artisans d'art à Montpellier. À l'initiative de la ville, Pépinière et Circuit des métiers d'art accompagnent ces professionnels au quotidien, soutiennent leur développement et leur permettent de faire connaître au public leurs multiples talents et leurs produits uniques. Et nous les aidons très souvent, que ce soit en les acceptant sur les marchés estivales et hivernales. La création d'un circuit des métiers d'art au cœur de l'Écusson, dans un périmètre compris entre le boulevard Louis Blanc, la cathédrale Saint-Pierre et la Panacée,
avec l'ouverture en 2015 rue de l'Université de l'espace d'atelier d'art de France, la nef, ancienne chapelle de la Visitation. Nous accompagnons plusieurs associations également dans le cœur de ville, qui sont l'Atelier 217, l'Atelier Saint-Roch, l'Atelier Artisanat et Design et la Galerie Cuvic. Pendant ces journées, qui vont se dérouler du 31 mars au 2 avril, sont prévues des rencontres avec les professionnels dans leurs ateliers et des expositions, notamment le salon Hobart. Au Quorum, avec pour la première fois la présence de la Chambre de métiers de l'Hérault, qui s'est rendu compte de l'importance des métiers d'art sur Montpellier à l'heure actuelle. Et évidemment, sur leur stand, ils vont recevoir un éventail d'artisans d'art de la métropole, dont l'atelier Artus Cifre, que tout Montpelliérain se doit de connaître. C'est les belles poteries jaunes avec petites fleurs bleues, qui est installée en haut de la avenue de l'Odève. Et donc, il sera présent cette année à Hobart sur le stand de la Chambre de métier. Actuellement, l'ensemble des activités... Attendez, je rajoute un truc sur la faïence de Montpellier, parce qu'il y a eu une petite erreur. Alors, c'est vrai qu'il y a des poteries jaunes, c'est vrai, mais la faïence de Montpellier, elle est blanche avec des figures bleues. Ça, c'est la faïence de Montpellier. Après, il y a toute une série de faïences différentes. Mais lorsque nous avons fouillé les fours des faïenciers, lors des fouilles qui ont conduit la création de la première ligne de tramway en bas du Quorum, les fours des potiers, le jardin des potiers, on a trouvé des tessons de faïence qui sont blanches et bleues, avec des motifs bleus. Et vous les retrouvez sur les pots de la pharmacie de la Miséricorde. La faïence de Montpellier, elle est blanche, verdissée, avec des figures, des fleurs, des motifs floraux bleus. Actuellement, l'ensemble de l'activité regroupe 217 métiers qui sont répertoriés et reconnus comme métiers d'art. Ils sont regroupés en 16 domaines: lutherie, restaurateur d'art, architecture, jardin, ameublement, décoration, bijoux, haute couture, etc., etc. Il y a 16 domaines dans l'artisanat d'art. Pour donner quelques chiffres, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les 38 000 entreprises et des métiers d'art exerçant en France. 1500 professionnels des métiers d'art entre Méditerranée et Cévennes. Donc ça, c'est très important pour l'économie. Cette thématique est cruciale pour notre économie et notre souhait à terme est de candidater au label Ville des métiers d'art. Tout cela afin de favoriser l'implantation de jeunes artisans sur le territoire. La ville, dans le cadre de l'opération Grand Cœur, a identifié des locaux en centre-ville pour les proposer à des artisans d'art et à terme créer un véritable circuit des métiers d'art renforçant l'attractivité du centre historique. Ce projet mené par la SERM, situé rue du Général Vincent, quartier Figuerolles, devrait accueillir l'installation de plusieurs artisans. En France, seulement 3 lieux d'exposition d'ateliers d'art de France. Paris, Montpellier, Pézenas. Le salon Hobart, qui se tiendra du 31 mars au 2 avril au Quorum, est une véritable vitrine pour ces professionnels. Cet événement les accompagne dans leur développement économique jusqu'à l'international. Le salon, c'est une vitrine de l'excellence. L'imagination, la création, la passion, c'est tout cela un artisan d'art. En un mot, c'est le cœur, la main et l'esprit. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus pendant le week-end au Quorum pour visiter ce salon. Il est donc proposé la signature entre les 3 structures de la présente convention qui vous est proposée, cela pour une durée de 3 ans, de 2017 à 2019, afin de définir les actions à mettre en œuvre autour de 2 axes de développement. L'organisation annuelle par Atelier d'Art de France du salon Hobart à Montpellier, avec le soutien de la ville et de Montpellier Méditerranée Métropole, le développement d'actions de promotion et de développement des métiers d'art, et le soutien de la ville de Montpellier à l'organisation du salon Hobart
se concrétise par la location du quorum dans la limite de 38 000 € TTC par an et sous réserve du vote du budget primitif annuel de la collectivité. Pour l'exercice 2017, cela représente un engagement financier de 37 929,78 €. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention cadre entre la ville, Montpellier Méditerranée Métropole et Atelier d'Art de France et plus généralement tout document relatif à cette affaire, d'autoriser le prélèvement de la dépense correspondante à l'engagement financier de la ville sur le budget 2017 de la ville. Merci, Madame Roussel. Qui demande la parole? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Affaire 15. Mise à disposition de salles pour les candidats ou les partis politiques dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles et législatives de 2017. Il est proposé de louer les salles au tarif que nous avons voté en conseil municipal. Comme ça, c'est clair. Tout le monde paye, partout, mal au centre. Et les maisons pour tous ne sont pas des salles qui sont utilisables pour les réunions politiques. Je vous rappelle que nous avons voté en début de mandat cette délibération. Et c'est valable pour tout le monde. Qui demande la parole? Madame Liedo. Oui, j'ai une question et en fait une remarque aussi au passage. Parce que du coup, j'ai quand même cherché cette délibération en 2016-258, puisque nos délibérations, nous, en conseil municipal, ne sont pas numérotées comme ça. Et en fait, j'ai pas trouvé du tout le recueil des actes administratifs sur le site de la mairie. Je voulais savoir si c'était tout à fait normal et peut-être même vous demander de le mettre sur le site de la mairie, parce que c'est par souci de transparence envers les Montpelliérains, ou alors de le mettre de façon à ce que ce soit trouvable, parce que j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé. Merci. La délibération, c'est la suivante, c'est celle qui a été votée le 15 décembre 2016 et qui explique l'ensemble des tarifs. 15 décembre 2016. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions adoptées. Affaire 16, mise à disposition de salles à titre gratuit dans la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela et à l'espace Martin Luther King. Vous avez la liste jointe au rapport. Qui demande la parole? Je mets aux voix. Contre? Abstention. Adopté. Affaire 17, mise à disposition de salles à titre gratuit dans les maisons pour tous. Je mets aux voix. Contre? Abstention. 2 abstentions. Adopté. Affaire 18, mise à disposition de salles municipales à titre réduit ou gratuit. Vous avez la liste annexée au rapport. Qui demande la parole? Je mets aux voix. Contre? 2 contre. Abstention. Alors, je fais revoter. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté. Affaire 19, travaux de remise en état de l'église Saint-Roch. L'église Saint-Roch a besoin de travaux. Nous participons à hauteur de 200 000 €. Ça correspond à l'année du 150e anniversaire du sanctuaire de l'église Saint-Roch et à l'année Saint-Roch internationale qui verra l'ensemble des manifestations se dérouler le 16 août comme chaque année. Qui demande la parole? Personne? Ça n'inspire personne? Ah ben il doit être heureux, c'est Roch, de faire l'unanimité. Je mets aux voix. Contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Affaire 20, Convention générale de groupement de commandes relatives aux équipements et prestations informatiques,
Qui veut des explications auprès de Max Lévitin? Contre? Abstention. 2 abstentions, adopté. 21. Avenant numéro 1 à la convention conclue entre l'État, la métropole, la commune de Montpellier en date du 17 juillet 2015 relative au raccordement des sirènes étatiques au système d'alerte et d'information des populations. Je mets au voix. Contre? Abstention. Adopté. Affaire 22. Délibération modificative de la délibération numéro 2016-458 relative à des conventions pour la fourniture de services de communication fixe et mobile entre la ville et l'UGAP. Pas de demande d'intervention? Je mets au voix. Contre? 2 contre. Abstention. Adopté. Affaire suivante. Fixation de l'indemnité représentative de logement des instituteurs, IRL, année 2016. Qui veut des explications auprès de Max Lévitin? Oui, Madame Marcella. Juste un mot pour ce dossier. Vous savez, il y a une obligation pour la ville de loger les instituteurs, mais pas les professeurs des écoles. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a dans les écoles de Montpellier 63 logements de fonction. 38 sont encore occupés, 25 sont vacants. Les logements, au fur et à mesure qu'ils se libèrent, nous les gardons afin de pouvoir faire des extensions qui sont très souvent nécessaires dans les écoles. Voilà. Merci Madame Marcella. Qui demande la parole sur l'affaire 23? Pas de demande d'intervention, je mets aux voix. Contre? Abstention. Adopté. 24. Attribution de subvention, exercice 2017. Qui veut des explications auprès du rapporteur, Max Lévitin? Je mets aux voix. Contre? Abstention. Adopté. Dernière affaire de l'ordre du jour. Affaire 25. Modification du tableau des effectifs. Monsieur El Kaddoussi. Monsieur le maire, mes chers collègues, il vous est donc proposé ce soir la suppression de 29 postes au tableau des effectifs de la ville de Montpellier pour les directions communication et presse à compter du 1er mars 2017 et conformément à l'avis rendu lors du comité technique du 15 décembre 2016. Cette suppression correspond au service commun mis en place entre la ville et la métropole. Vous avez ensuite la liste de l'ensemble des postes sur la délibération. Simplement donc pour vous indiquer que l'employeur de ces 29 agents devient Montpellier Méditerranée Métropole, donc ces agents seront rattachés juridiquement à la métropole. Il est également convenu que les dépenses mutualisées dans le cadre de chaque convention, qui couvriront les charges de personnel et frais assimilés, seront remboursées par la ville à Montpellier Méditerranée Métropole selon une clé de répartition des dépenses entre collectivités à hauteur de 45% pour la métropole et 55% pour la ville. Et le deuxième point concerne l'ouverture d'un poste, donc un poste de médecin à temps complet qui sera vacant au 1er mars 2017 suite à un départ de la collectivité. Je vous remercie. Merci Monsieur El Kaddoussi. Qui demande des explications particulières auprès du rapporteur Abdi El Kaddoussi? Pas de demande d'intervention? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie, chers collègues. S'il y avait un match de hand, je ne serais pas en retard. Je pourrais aller taper sur la grosse caisse avec les Blue Fox. Eh oui. Merci à tous.